les deux, je dois l'avouer. Nous avions des égos personnels qu'on pouvait bien développer. Oui. Mais l'humilité qui a caractérisé les dirigeants de la transition a fait que, comme je vous l'ai dit, je devais faire passer l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais, avant le mien et de mon groupe. Mais aussi, nous étions focalisés, nous avions comme un mandat. Et on ne sera jamais satisfait dans la vie au-delà d'avoir réussi à organiser les élections. Au-delà d'avoir conduit le peuple par référendum à adopter l'une des meilleures constitutions de notre époque. Cette constitution, quand vous la lisez à fond, elle rencontre le problème du peuple congolais et du territoire national congolais. Donc, nos égos étaient là, mais l'intérêt général a pris le dessus, aidé aussi par les objectifs que nous devrions absolument atteindre. Il pouvait y avoir des manipulations dans tous les camps, notamment. Il pouvait y avoir des extrémistes de camp, mais on a réussi. Vous savez, quand vous dirigez un parti politique, vous pouvez arriver à prendre le contrôle d'un parti politique. Mais comme en ce moment, d'ailleurs, vous êtes du RCD, les gens de Minembwe, les gens du Sud Kivu, ils vont vous dire, vous nous avez abandonnés. Mais voilà, donc vous vous occupez pas de nous, vous êtes traître. Il y a toujours ça, mais il faut, malgré tout, rester un homme d'État. Donc, savoir respecter, tracer, respecter la frontière entre ce qui est étatique et ce qui est personnel et égoïste. Alors, parlons-en, s'il vous plaît, de cette constitution de 2006. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné beaucoup de pouvoir au Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui est redevable devant le Parlement, etc. C'est quoi ces pouvoirs du Premier ministre? Il doit faire quoi? Comment il doit se prévaloir? Comment il doit s'affirmer, le Premier ministre? Mais disons, le Premier ministre, la constitution est très claire, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le président de la République est le chef de l'exécutif. La nuance de laquelle il y a la nuance. Ça veut dire que nous avons 3 pouvoirs, nous avons mais 4 institutions. Nous avons le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous avons le pouvoir judiciaire, donc les cours et tribunaux. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Nous avons également le pouvoir exécutif. Maintenant, quand vous avez le pouvoir exécutif dans les conditions de notre pays, ça nous conduit à 4 institutions. Vous avez le président de la République qui est une institution, ici. C'est comme ça. Vous avez le gouvernement, deuxième institution, les deux faisant partie du pouvoir exécutif. Mais dont le président est le chef de l'exécutif, il n'y a pas de doute à ça. Nous avons un seul président aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi. Il n'y a pas de réserve, là-dessus, il n'y a pas de doute. Le pouvoir du président de la République et la personne que les Congolais, si vous voulez, ont choisi, parce que toute autorité vient de Dieu, la personne que Dieu a voulu qu'il soit président maintenant, c'est Félix Tshisekedi. Mais nous avons aussi un Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui conduit les affaires courantes. De sorte que, quand vous lisez attentivement la Constitution, les pouvoirs qui étaient particuliers, et ceci est très important, au président de la République, dans les constitutions d'avant. À l'époque de Mobutu, par exemple. De Mobutu, par exemple. Les affaires étrangères, donc la diplomatie, la défense et la sécurité ont cessé d'être des pouvoirs propres du président de la République. Et dans la constitution de la RDC. Dans notre constitution, les affaires étrangères, la défense, la sécurité, ce n'est pas exclusif au président. Le référendum, donc, parce que la constitution vient du peuple congolais, a voulu que ce soit des pouvoirs de collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir de collaboration entre le président et le Premier ministre, ça veut dire que dans l'ordonnance qui régit du mois de mars, qui régit les rapports entre le président, le Premier ministre et les membres du gouvernement, ce pouvoir de collaboration oblige les deux chefs à se réunir au moins une fois par mois.
pour en parler. Pour traiter de ces problèmes. Pour traiter de ces questions. Bien sûr qu'au moment de la transition, c'était réparti entre... Moi, j'avais ce pouvoir. J'avais d'ailleurs le pouvoir, comment dirais-je, les affaires étrangères, la diplomatie et la défense et la sécurité. Les trois domaines, c'était les domaines de ma commission. Mais il y avait le président, bien sûr, qui a toujours... enfin, on ne peut pas concevoir un président qui n'a pas ce pouvoir. Ça a commencé plus ou moins dans la transition, mais ce n'était pas aussi clair que dans la Constitution. Donc la Constitution est un peu plus claire. La défense, les affaires étrangères, la sécurité, c'est un domaine de collaboration où il y a des discussions entre le président et le Premier ministre. Au moins une fois le mois. C'est pour ça que je vous parle de cet espace présidentiel. On peut l'appeler autrement aujourd'hui. Oui. Mais qu'est-ce que ça induit? Ça induit un temps réel et régulier où ces questions sont physiquement débattues, intellectuellement débattues. C'est ça le pouvoir de collaboration. Vous avez connu des cas en France aussi. Absolument, entre Jacques Chirac et Mitterrand. En réalité, de quoi on est en train de parler, la liaison entre les deux pouvoirs, les deux régimes. Oui. Parce qu'au milieu, on n'a pas eu ça. C'est un gouvernement, si vous voulez, de coalition. Le gouvernement de coalition type fut la transition. Nous étions toutes les forces, comment dirais-je, société civile, opposition non armée, opposition armée, et le pouvoir qui était là. Multiple d'ailleurs. C'était un gouvernement de coalition. On a réussi. À plusieurs, y compris la société civile, y compris des mouvements armés. Aujourd'hui... vous n'êtes que deux aujourd'hui. On est également... FCC cash. Un gouvernement de coalition. Oui. Ce qui n'a pas été le cas, tenez-vous bien, oui. Depuis 2006 à 2018. Il n'y a pas une coalition. Non, il y a une majorité, mais il n'y a pas eu une coalition. Oui, depuis Kizenga jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Tchibala, vous avez eu un gouvernement pratiquement des mêmes vues, sans effort, parce que vous avez un président avec la majorité parlementaire qui lui est dévolue, je dirais, qui lui est vouée, avec un premier ministre qui... C'est facile. De la même famille. Oui, tout à fait. Alors, quels sont le modèle du gouvernement actuel. Oui, c'est le modèle 1+4. Et c'est ça la valeur de votre émission. Oui. Le modèle du gouvernement actuel, ça doit être pris dans le gouvernement de transition. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous divise en réalité? Bon, voilà, je suis membre du gouvernement, donc je suis astreint à l'obligation de réserve. Oui. Je vais rester dans le principe d'homme d'État, justement. Absolument. Et beaucoup plus puisant mes sources dans ce que je connais le mieux. Dans votre expérience. Avoir co-dirigé le pays, je me permets de le dire. Absolument, mais c'est vice-président, c'est ça. Co-diriger le pays pendant 3 ans et demi. Donc c'est presque un mandat aux États-Unis d'Amérique. Je pense que, d'abord, je dois avouer que les difficultés dans un pouvoir ou dans un gouvernement de coalition sont inhérentes à la nature même du pouvoir. Le cas actuel, vous avez des personnes qui viennent du pouvoir depuis longtemps, depuis très longtemps. Le président Kabila est au pouvoir depuis 2001. Oui. Et vous avez... d'autres qui l'ont rejoint. Nous qui venons de l'opposition en 2016, lorsqu'il y a eu la conférence ici. Oui. De la CENCO. De la CENCO, après l'Union africaine, où une partie de l'opposition n'est pas entrée, mais si elle était entrée, ben, elle serait peut-être avec nous depuis longtemps, certainement. Mais vous avez aussi la partie qui n'était pas entrée au pouvoir du temps des CENCO, notamment l'UDPS. Notamment l'UDPS et certains de ses alliés. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Mais ça n'empêche pas que d'autres partis, comme le MLC, comme le parti de Moïse Katumbi ou de Fayouli, ne soient pas au gouvernement aujourd'hui. Donc, on traîne comme ça de groupes, de partis politiques, de regroupements politiques qui, au fil du temps, sont ensemble ou se séparent.
la question, parce que l'UDPS a fait environ 40 ans d'opposition. Et le PPRD, pour citer les deux partis majeurs, mais il y a d'autres coalitions au sein de chaque force, oui. Nous devons avoir, et il n'est pas trop tard, le meilleur gouvernement de coalition. Le meilleur gouvernement de coalition. Parce que les handicaps de la transition, nous ne les avons pas. L'UDPS ne peut pas dire « j'ai recours aux armes ». Non. Il est resté un parti politique excellemment non violent. Oui. C'est à son actif. Avec une vision basée sur l'état des droits. C'est le terme clé du fait président Étienne Tshisekedi. L'état des droits. Le texte, quiconque l'a connu d'abord pour ça. Donc c'est toute une idéologie, c'est toute une philosophie. Maintenant, il faut les traduire dans les actes. Alors, lorsque vous avez un atout que la transition n'avait pas, ne pouvait pas avoir, d'un transfert pacifique du pouvoir, mon ami, vous avez achevé ce que beaucoup de pays de l'Afrique centrale n'ont pas du tout achevé et rêvent d'achever un jour. C'est-à-dire, c'est de voir un président, ancien président élu, ayant fini ses mandats, assis à côté d'un président, si vous voulez... ça, c'est qu'on voit ici. Mais voilà, quelle coïncidence. Quelle heureuse coïncidence, on en parle. Oui. Et donc, j'étais au Palais de la Nation ce jour-là. Oui. L'image que ça donnait exactement, et on devait préserver cette image et communiquer sur ça suffisamment, c'est l'image d'un Bush qui quitte et qui cède le pouvoir à Obama, d'un Obama qui quitte et qui cède le pouvoir au président actuel. C'est l'image de Hollande qui quitte et qui laisse la place à Macron. C'est exactement la même chose. La voiture vient. Et ça devait nous grandir. On est en train de perdre ça. Vous n'avez pas ça dans tous les pays africains. Dans certains pays, oui. Mais dans d'autres, non. C'est une image de rêve. Maintenant, si une année et demie après, on est en train de gâcher tout ça. On gâche ça, ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment apprécié ce que Dieu et l'histoire ont déposé entre nos mains. C'est tout simplement ça. Donc, nous sommes partis, disais-je, pour la meilleure coalition, le meilleur gouvernement possible. Il faut stopper avec les égos. Il faut stopper avec les égos. Alors, qu'est-ce que vous appelez les égos? Est-ce que c'est la non-application de la Constitution ou c'est le privilège des extrémistes? Non, ça veut dire on est humain. De tous côtés, il y a des extrémistes. Et malheureusement, il y aura toujours des extrémistes. Maintenant, le débat, c'est de voir qui est plus extrémiste que l'autre. Parce qu'on se jette toujours la balle, on dit, voilà, c'est l'FCC qui a commencé. Ah non, c'est l'UDPS qui a fait. Mon débat n'est pas vraiment... ce jour, mon débat n'est pas à ce niveau-là. C'est sur le principe. J'engage tout le monde, oui. CASH, FCC, oui, à la doctrine d'homme d'État. Abandonner l'esprit extrémiste. Abandonner de croire que j'ai raison, toujours, et l'autre a tort, toujours. Abandonner d'exploiter les faiblesses, même momentanées, de l'autre. Accepter, si vous voulez, de perdre pour gagner ensemble. On va répéter ça, c'est très important. Oui. Accepter de perdre pour gagner ensemble. C'est exact. Ça donne quoi après? C'est que les anglophones appellent le win-win. Si je suis dans une position telle que si je l'exploite à fond, je prendrai le dessus sur l'autre, oui, mais que l'ensemble ne va pas gagner, je vais accepter de perdre une partie de ce qui me revient. Et savoir donner. Le problème, c'est que nous savons souvent, dans des coalitions, savoir demander. Mais nous ne savons pas donner. Nous ne prenons même pas le temps de comprendre la cause de l'autre. Que veut véritablement l'autre? Alors, lorsque les intérêts des uns et des autres priment, nous n'atteindrons pas le bout du tunnel. Comme vous avez atteint pendant la transition. Pendant la transition. Ah oui. Moi, je peux dire, avec Jean-Pierre Bemba, j'espère que la fois prochaine, vous allez l'inviter. Oui, il est déjà invité. Vous nous inviterez ensemble. Absolument.
Nous avons une expérience à partager, en toute humilité. Nous n'étions pas de savants. Nous n'avions pas, si vous voulez, de magie. Des hommes tout à fait ordinaires, avec de fortes convictions, que le destin du pays repose sur nos faibles épaules et que nous devons taire nos émotions au moment où il est faut et favoriser, si vous voulez, l'intérêt général. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Alors, on a en direct au bureau Azarias. Il y a Patience qui nous suit à Paris, Patience Kandolo, qui dit que si le FCC-Cash continue de se quereller, ils vont donner le pouvoir à la Mouka. C'est évident. C'est évident. Et bien sûr, je n'ai même pas à réfléchir. Ça veut dire, si le FCC et le Cash n'arrivent pas à trouver des compromis pour une cohabitation, disons, une coalition qui aille jusqu'au bout, oui. C'est la loi de la nature. Ça va le troisième larron va sortir. Ça va créer un vide. La nature a horreur du vide. Un troisième pouvoir va sortir. Une question qui nous vient de Lubumbashi, c'est... non, plutôt de Dakar. C'est Parfait Louzolo qui est professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop. Il dit le vrai problème du Congo est que les cadres dans différents partis sont des militants que de vrais responsables. Il a raison. Je lui donne absolument raison. Justement, la plupart des membres de nos partis, on n'a pas assez éduqué les membres de nos partis politiques. Qui sont plus dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion, ils sont dans les sentiments, ils sont même dans les intérêts immédiats. Alors que celui qui combat pour une nation prospère, oui. Comme le dit l'hymne national, oui. Il a la notion du temps. Il y a des choses que je n'aurai pas aujourd'hui, mais il y a des choses que j'aurai dans 10 ans, dans 15 ans, si le pays marche. Comme vous avez attendu 10 ans. Tout à fait. Après la transition. Vous ne m'avez jamais entendu faire une autre rébellion parce que je ne suis pas au gouvernement. Oui. Vous ne m'avez pas entendu faire des déclarations compromettantes. Je me suis dit non. J'ai fait ma part. J'ai eu droit au chapitre. Je n'y suis plus. J'observe les autres. Je laisse ceux qui sont là en train de faire. Et j'apprends. J'observe et j'apprends et je laisse les autres tranquilles. C'est aussi ça, la beauté de la politique. Est-ce que le problème, monsieur le ministre d'État, c'est pas que vous êtes souvent manipulable par l'étranger, les milliers, on soupçonne un ambassadeur d'un pays qui est tout le temps présent dans nos affaires intérieures, il y a par exemple certaines puissances qui interviennent, etc. Est-ce que les Congolais, les cadres, les dirigeants que vous êtes plus manipulables que d'autres, dans d'autres pays? Disons, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours pensé qu'un vrai Congolais, un vrai citoyen, sait bien faire la différence entre... Les tentations existent. Bien sûr que les tentations existent. Des promesses, Oui, absolument. On va vous protéger. On peut s'imaginer toutes sortes de tentations. Le domaine politique, c'est le domaine de... où le vent se vend plus facilement. On se vend du vent. On vous vend du vent. Mais quand on entre en politique, on doit avoir des buts. Vous savez, dans un pays comme les États-Unis, et dans certains pays européens, j'imagine, on ne vient pas en politique, au gouvernement en particulier, pour faire de l'argent. Oui. Ça n'a pas de sens. Quand on entre au gouvernement, on fera moins d'argent que le métier qu'on veut d'abandonner. Parce qu'on en dépense, parce qu'on se consacre moins au commerce. Déjà le salaire, parce que vous n'allez pas gagner au-delà de ce qui vous revient. Alors si je suis un avocat dans un cabinet qui a une bonne clientèle, je gagne beaucoup plus, n'est-ce pas, que le salaire du gouvernement. Mais qu'est-ce qui fait de vous un homme plutôt propre, réputation de bonne gouvernance, un homme irréprochable? Oui, bien sûr que c'est la pratique. Pourquoi on parle de ça de vous? On parle de ça de moi parce que c'est vrai. Écoutez, monsieur, l'émission ne porte pas sur les individus ou sur ma personne, ma modeste personne. Non, mais quand même, parce qu'on veut là, il faut qu'on le dise. Je suis avocat depuis 30 ans. Le 7 août, donc dans une semaine, je vais totaliser 30 ans de métier d'avocat. De métier d'avocat.
Je n'ai jamais corrompu un magistrat. Aucun. Je mets à défi quiconque dans ce pays de le dire. Jamais. Je n'ai jamais été corrompu moi-même. Je peux le dire devant le service de renseignement chargé d'enquêter sur des gens. Personne ne m'a corrompu dans ce pays ni ailleurs. Vous refusez ou vous êtes comme ça? Volontairement, je choisis la voie de l'intégrité. Et si je veux gagner de l'argent, si je veux acheter un bien, je travaille dur. Vous savez à quelle heure je commence le travail? Non. À 6h30. Du matin? À 6h30, je suis dans mon cabinet d'avocat tous les jours. Et à 9h, je suis au ministère. Jusqu'à la fin de la journée. Ministre d'État qui est encore avocat et qui travaille dans son cabinet. Tout à fait. Ça veut Pour dire, gagner un peu plus. je ne veux pas, moi, être corrompu. Je ne veux pas envier quelque chose. Je donne, évidemment, je ne preste pas comme avocat au sens de... Mais je jette un coup d'œil. C'est Vous avez des collaborateurs, Tout à des fait. associés. Même ce matin, avant de venir ici. Donc, l'intégrité, c'est une valeur qui manque à la classe politique congolaise, et même à la classe sociale congolaise, et même à la classe ecclésiastique congolaise. Ecclésiastique, vous y ajoutez? Oui, tout à fait. L'intégrité nous manque, nous fait défaut. Voilà pourquoi les gens versent dans la corruption. Voilà pourquoi les gens ne sont pas éthiquement corrects. Donc, et tout ceci, ça se tient finalement. Donc, si, une fois au pouvoir, je tiens à ne pas le perdre en me compromettant, je ne suis pas intègre. Mais en même temps, si j'utilise mon pouvoir, ma signature de ministre, de premier ministre, de président de la République, de directeur général ou de qui que ce soit, pour avoir des richesses et des trésors indûment, je ne suis pas digne de ma place. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le jour où on va comprendre que celui qui veut gagner de l'argent doit aller chez les privés, et quand on vient au gouvernement, c'est pour servir, on va faire la politique autrement. Mais sinon, celui qui n'est pas militant, il est corrompu. Donc, on doit nettoyer. Et je suis arrivé au Ghana une fois et je me suis interrogé sur la vie politique de Ghanéens. Oui. Et je dis, mais qu'est-ce qui fonde? Vous avez des gens qui ont des convictions solides, panafricanistes bien sûr, mais aussi ghanéens au sens d'aimer leur pays. L'alternance, c'est quoi? électoraux qui... Vous avez un pourcentage de 1%, et celui qui était au pouvoir perd, Koufor a perdu l'élection. Et il accepte. Par rapport au société, parce que c'est parlé d'un seul point. Et on m'a dit, Nkrumah nous a laissé la formation. Il faut former les gens dans nos partis politiques. RCD, pour commencer, UDPS, PPRD, MLC, PALU, AFDC, Alliés, et que sais-je encore. Nous avons des gens, un auteur a dit, je vais lui emprunter le terme, c'est des politiquement illettrés. Nous avons des personnes, des membres de nos partis qui sont politiquement illettrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris l'ABC de la politique. La politique, c'est l'injure facile. La politique, c'est des insultes. La politique, c'est détruire les biens d'autrui. La politique, c'est le matu vu. La politique, c'est des jongleries. La politique, c'est vendre son âme, sa signature. Tu t'imagines? Je te donne autant, tu me signes. Ce n'est pas possible. Donc, il faut tourner vers l'honneur, vers le prestige, vers la notion du scandale, la crainte du scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez servir le peuple de tout cœur. Et lorsque votre mandat se termine, vous quittez, un autre arrive. Merci beaucoup, Azarias Oubéron. On a beaucoup de questions. Je vous invite en tout cas à nous les transmettre. Nous allons déposer et au cabinet d'avocats, parce qu'il a le temps de regarder, aussi au ministère d'État en charge de la décentralisation. Le vice-président Jean-Pierre Bemba est déjà invité. Et je le renouvelle justement cette invitation. On fera une émission dans pas longtemps pour qu'il apporte aussi son expérience, des conseils de probité, de sagesse, d'hommes d'État qui permettront à notre pays de garder son intégrité, surtout son unité, en élaguant
ces racismes, ces régionalismes qui semblent ressurgir aujourd'hui. Merci beaucoup. Cette émission est terminée, sera rediffusée et déjà mise en ligne pour ceux qui sont à travers le monde, qui nous suivent. En tout cas, gardez vos positions d'écoute. À très bientôt. Joyeux Noël à tous et aimables téléspectateurs, bienvenue à ce tout dernier. Eh bien, c'est le tout dernier, donc déjà la semaine prochaine, ce sera 2021. Nous commençons par vous dire joyeux Noël et une très très bonne année 2021. Sur ce plateau, il y a des éminents confrères, certains que je retrouve une année après, parce qu'on a eu à présenter le tout dernier numéro de 2019. Eh bien, on retrouve aujourd'hui Prince Livan Zazie. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Joyeux à toi, Noël à vous. Arlette. Merci pareillement. Donc, merci beaucoup, surtout merveille à tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Je pense que vous allez les présenter et je pense ici à toute la communauté qui s'entoise. Nous sommes au Congo central. Je pense surtout aux diocésains, les prêtres de là, l'abbé Joseph Kinke là, mon grand frère. Et les diacres depuis Mbanzamboma, Dieu merci Matondo, voilà, Dieu merci Matondo, ils sont là nombreux en train de nous suivre en ce moment, donc c'est pourquoi je suis fier. Et je pense à toute la communauté sportive de la RDC. Eh bien, Taz Russell, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Arlette Boutila, toujours en mode Benjamin, et surtout je suis très gâté de retrouver sur le même plateau des confrères que j'apprécie beaucoup et je crois bien qu'aujourd'hui nous allons donner le meilleur de nous. C'est un dernier numéro et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle chaîne qui est Télé 50. Eh bien, vous retrouvez là l'une des voix également du championnat de la Ligue 1 comme Gilit Bassakis, à qui je dis bonjour, bienvenue, joyeux Noël également. Merci beaucoup Arlette. Les années s'essuivent comme ces proverbes aussi vieux que le monde le dit, mais ne se ressemblent pas. L'année a été compliquée. Le monde nous a présenté un tableau sombre avec son corollaire coronavirus, mais donc nous, on se régale justement de ces brins de bonheur que la vie nous donne. Eh bien, on va se régaler sur ce beau plateau. Voilà une des très belles voix du championnat, commentateur de la division 1, mais aussi présentateur de la matinale à Éduc Télévision. Je dis également bonjour à Miguel. Bonjour, joyeux Noël à vous. Bonjour, joyeux Noël à tous les téléspectateurs. Et c'est un plaisir d'être là au milieu de professionnels des médias. Et c'est toujours un plaisir de partager ce moment de football. C'est critique parce qu'il faut bien qu'on chacun son boulot. Il y en a qui travaillent, nous sommes là pour critiquer.
et dans le bon sens pour que les choses puissent évoluer. Justement pour critiquer aussi, pour parler